À l'intérieur d'un vieil immeuble, un homme dit à une femme que le cadeau de mariage totalisera 8 millions de yens, 1 million plus 120 000. Le jeune homme pose une main sur sa poitrine et explique qu'il a économisé pendant 11 ans rien que pour ce jour. La mère de la femme le gronde de parler ainsi, déclarant qu'elle ne vend pas sa fille mais que la sincérité doit se prouver par l'argent, puisque selon elle la sincérité se mesure en yens, tandis que la jeune fille un peu ronde assise à côté est la petite amie du jeune homme, Kawasaki Masa. Son père, Yoshio, mentionne qu'après la perte des parents du jeune homme, celui-ci a hérité d'un bel appartement, et que s'il acceptait de le vendre il pourrait facilement obtenir l'argent. Mais l'homme, nommé Yuto, refuse, disant qu'il ne peut pas simplement vendre ce que son père lui a laissé. La mère de Masa, Tamae, se met en colère et affirme qu'il n'aime clairement pas sa fille s'il ne veut pas faire ce sacrifice, mais Masa dit à sa mère d'arrêter et s'avance vers Yuto. Plus tard, à l'extérieur du bâtiment, elle lui demande s'il est vraiment incapable de trouver cette somme de 1,6 million de yens, et il répond qu'il va essayer de trouver une solution mais explique qu'il n'a aucune autre source d'argent. Elle lui dit qu'il devrait emprunter à un usurier et le critique de ne pas savoir comment gagner de l'argent. Bien que Yuto s'habille avec soin et paraisse confiant, il peine lui aussi face aux demandes des femmes, mais finit par accepter de trouver un moyen d'obtenir l'argent et promet que, une fois qu'il l'aura, ils pourront enfin se marier. Masa lui dit qu'elle attendra qu'il accomplisse son devoir. La scène se déroule dans un café. Les amis de Yuto lui demandent pourquoi il mange si peu, et il explique qu'il économise de l'argent pour quelque chose de plus important que la nourriture. Non loin, Masa discute avec une amie, sans savoir que Yuto travaille là. Son amie demande ce qu'il est advenu de l'homme riche qu'elle devait épouser, le fils du propriétaire d'une entreprise, et Masa répond qu'il ne lui a donné que 100 000 yens, alors elle l'a quitté. Questionnée sur son petit ami actuel, elle dit qu'il est encore pire. Il a un héritage mais refuse de le vendre pour lui donner de l'argent, et elle révèle alors son plan. Elle est enceinte, donc elle l'épousera, aura le bébé, puis divorcera et prendra la moitié de son héritage. Yuto entend tout et est anéantie. Elle ne le remarque pas et l'appelle même pour qu'il apporte de l'eau. Quand il ne répond pas, elle tape du poing sur la table, irritée. Yuto se détourne soudain et s'éloigne sans se retourner, tandis qu'elle jure, déconcertée. Plus tard, dans la salle de repos, Yuto s'accroupit en pleurant. Il reçoit un appel lui demandant d'aller chercher une personne nommée Saki à l'aéroport, et il accepte puisque son service vient de se terminer. Chez lui, il prend une douche, toujours en sanglots. Il crie que la seule chose qui ait jamais compté pour Masa, c'était l'argent. Puis quelque chose d'étrange se produit. Une voix lui parle, affirmant que sa souffrance a provoqué un bouleversement de l'économie mondiale, et le système explique que tout dans le monde a perdu 1 million de valeur, sauf son argent, qui rapporte désormais 5% d'intérêt chaque jour. Yuto trouve ça absurde et quitte la maison. Dans le bus en direction de l'aéroport, il demande combien coûte le trajet, mais les gens se moquent de lui. Ils se moquent de lui parce qu'il parle de payer en yens, disant qu'avec 100 cents par mois on est déjà content. Un sen vaut désormais 1/100 de yens. Perplexe, Yuto dit qu'un billet de bus coûtait autrefois 1000 yens. Un homme en costume lui dit d'arrêter de faire le riche, ajoutant que seul un imbécile parlerait du yen de cette façon. Yuto insiste qu'il peut payer, montrant 200 yens. Mais l'homme rit, disant qu'aucun pauvre comme lui ne pourrait avoir autant d'argent, et finit par proposer de payer le trajet de Yuto pour clore la discussion. Yuto, pensant que c'est une sorte de mauvais tour, sort 2 pièces de 1000 yens. Tout le monde pousse un cri de stupeur. L'homme en costume soupçonne que les pièces sont fausses. Mais Yuto commence à se souvenir de la voix mystérieuse. Quand il tend une pièce au chauffeur et demande de la monnaie, celui-ci dit qu'il doit d'abord contacter la compagnie. Le montant est trop élevé. Comprenant ce qui se passe, Yuto réalise que son argent a désormais une valeur inimaginable, et que le monde autour de lui est ruiné. Pour éviter d'attirer l'attention, il descend du bus. Il passe devant des boutiques où des articles de luxe se vendent pour presque rien. Un téléphone pour 1 sen, un sac de créateur pour 17 cents, une Rolex pour 1 yen. Ses propres billets de 10 000 yens sont pratiquement inestimables. À la banque, Yuto demande à ouvrir un compte et à déposer 100 000 yens. La guichetière le regarde, incrédule, et dit qu'elle doit appeler son responsable. Après avoir vérifié les billets, la guichetière revient en sueur. L'argent est authentique, et le système explique que la monnaie a changé. 1 yen vaut 100 sen et 1 sen vaut 1000 reins, ce qui fait un système compliqué où tout le reste vaut désormais bien moins que le yen. Yuto est conduit dans une salle VIP. La guichetière confirme que son dépôt a été traité et lui demande s'il souhaite déposer la somme entière. Il répond oui, mais demande à garder 3 yens pour régler de petites dépenses. Soudain, la porte s'ouvre violemment. Masa entre avec un homme plus âgé. Elle annonce fièrement qu'elle a fait ce qu'on lui avait demandé et qu'elle est maintenant mariée à ce vieil homme, ajoutant que leur relation est devenue encore plus excitante. Le vieil homme, amusé, admire son prix, disant que c'est grisant de voler la femme d'un autre homme. Yuto croise les bras et dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'elle puisse descendre si bas, et Masa, surpris, demande s'il est venu contracter le prêt qu'elle lui avait demandé de contracter. Yuto répond froidement qu'il ne gaspillerait jamais d'argent pour quelqu'un comme elle. Masa hausse les épaules,
disant qu'une femme aussi belle qu'elle ne devrait pas appartenir à un seul homme. Yuto se lève, la traitant de pire femme qu'il ait jamais rencontrée, et annonce qu'il s'en va maintenant que son dépôt est effectué. Mais l'employé l'arrête, lui disant que le directeur régional souhaite lui parler. Le vieil homme, furieux d'être insulté, ordonne à Yuto de rester, se vantant d'être le président du puissant groupe Tenri. Il le prévient qu'il pourrait geler instantanément tous les avoirs de Yuto. Quand des agents de sécurité apparaissent, Yuto se prépare à se battre, mais au lieu de cela, les gardes s'inclinent devant lui. Un homme nommé Bukatsu entre, se présentant comme l'administrateur régional. Il félicite Yuto d'avoir déposé 100 000 yens et lui remet une Diamond Black Card, symbole d'une richesse extrême. Masa et le vieil homme restent sans voix en accusant Yuto d'avoir utilisé de la fausse monnaie. Mais Bukatsu rejette leurs accusations, affirmant que l'argent a été vérifié et est authentique, et ajoute qu'en raison de leur comportement la banque reconsidérera son partenariat avec la société du vieil homme. L'homme panique, les suppliant de ne pas geler ses avoirs, car cela le ruinerait. Pendant ce temps, Masa se jette sur Yuto, prétendant s'être trompé et avouant l'avoir toujours trouvé plus beau. Yuto ordonne au personnel de faire sortir la jeune femme et le vieil homme, qui sont expulsés de la banque. Plus tard, à l'aéroport, Yuto se rend compte que Saki a dû arriver et l'attend. Une fille vive et joyeuse le serre soudainement dans ses bras, le taquinant pour l'avoir fait attendre. Il s'excuse et se propose de lui acheter tout ce qu'elle veut, mais elle demande simplement une glace. Yuto sent son cœur se ramollir alors qu'elle semble douce et sincère. Ils discutent d'aller prendre un verre, et Yuto propose le Starbucks, mais Saki fait remarquer que les prix à l'aéroport sont trop élevés. À ce moment-là, un groupe de gars passe. L'un d'eux bouscule l'épaule de Yuto et, en se moquant, propose de payer pour eux, disant que Yuto a l'air pauvre. Saki dit à Yuto qu'elle les a rencontrés récemment. Ils seront bientôt tous dans la même classe. Cependant, elle lui saisit le bras et insiste pour partir parce que les garçons se comportent de façon étrange. L'un d'eux la prévient qu'elle regrettera de l'avoir rejeté. Un autre dit à son ami d'arrêter de perdre son temps avec les pauvres. À ce moment, une petite notification apparaît devant les yeux de Yuto, lui donnant pour mission de dépenser 1 yen dans les 2 heures. S'il le fait, il obtiendra une amélioration physique. Souriant, Yuto lance une pièce en l'air, prêt pour ce qui va suivre. L'autre fille reste accrochée à Shinji et lui dit d'ignorer ces pauvres gens. Puis elle se plaint d'avoir la gorge sèche. Shinji se précipite pour lui chercher une boisson. Une foule pousse soudainement et bouscule Shinji. Il leur crie de faire attention, mais personne n'écoute. 2 filles à proximité discutent du fait que tout au Starbucks semble gratuit aujourd'hui. Shinji et ses amis sont perplexes. Shinji va au comptoir et demande si c'est vrai. La caissière dit qu'un client généreux paie pour tout le monde pour l'instant. Yuto hausse les épaules et commande un café glacé pour tout le monde. Saki en profite immédiatement. Shinji exige de savoir ce que Yuto fait, mais Yuto lui dit de ne pas s'inquiéter et lui en propose même un. Shinji refuse et dit qu'il n'a pas besoin que quelqu'un lui achète un café. Les gens autour le regardent de travers pour avoir fait le dur alors que quelqu'un d'autre paie. La foule se retourne contre lui en un instant. Il est bousculé et piétiné jusqu'à s'effondrer au sol. Quand on demande à la jeune fille et à son ami s'ils le connaissent, il le nie. Yuto lance un dernier pic et dit à Shinji de ne pas essayer de draguer sa sœur avec quelques pièces. Yuto et Saki s'en vont, et tandis qu'elle marche devant en mini-short, elle lui demande s'il est vraiment d'accord pour dépenser autant, mais il répond que pour sa sécurité et son confort, aucun prix n'est trop élevé. Ils attendent un taxi. Une notification de mission apparaît. Yuto doit dépenser 1 yen dans les 2 heures pour recevoir une amélioration physique. Il lance donc une pièce en souriant et tente de remplir l'objectif en achetant des cafés pour la foule, mais quand cela ne suffit pas, il met de l'argent ailleurs pour atteindre la somme. La mission se termine et il reçoit une pilule qui augmente sa force. Saki demande où est leur taxi. Une voiture rouge s'arrête. Une femme aux cheveux noirs baisse la vitre, et Yuto réalise qu'il s'agit de la manager Yanagi de son lieu de travail. Yuto dit être venu chercher sa sœur pour l'université. Yanagi lui rappelle qu'il a une importante présentation cet après-midi. Même s'il n'a plus besoin d'argent, il travaille sur ce projet depuis des mois et veut le mener à bien. Saki dit qu'elle viendra et plaisante en ajoutant qu'il devrait profiter de faire la route avec une belle femme. Yuto lui dit de ne pas le taquiner et demande à Yanagi de l'emmener. Dans la voiture, Yanagi l'encourage à revoir la présentation et à se préparer. Si le projet est approuvé, la prime sera énorme. Yuto répond qu'il sait qu'elle met la pression, mais promet de faire de son mieux. Elle teste taquinement sa concentration en lui donnant une petite pincée, et il lui demande d'arrêter. Elle se contente de sourire. Ils arrivent à l'entreprise. Ogata, un collègue, dit à Yuto de jeter ses documents. Yuto demande ce qu'il veut dire. Ogata prétend qu'il prend la place de Yuto et ne veut plus qu'il se présente, allant jusqu'à jeter le travail de Yuto par terre, mais Yuto le réclame. Ogata lève la main pour le gifler et lui demande s'il veut en venir aux mains. Yuto vient de prendre une pilule de force. D'un mouvement rapide, il tord le bras d'Ogata et le projette au sol. Ogata reste allongé,
abasourdi que ce type faible soit devenu si fort. Un cadre supérieur intervient et ordonne à Yuto de le lâcher. Il affirme que Yuto manque de compétences et qu'Ogata présentera le projet à sa place, mais Yuto proteste. Il leur rappelle qu'il a conçu le projet depuis le début. Le cadre supérieur s'apprête à l'écarter lorsque le manager Yanagi frappe la table et déclare que Yuto présentera puisque c'est lui qui l'a créé. Ogata, courbé et battu, se plaint d'être empêché de présenter, mais Yanagi affirme qu'il n'en est pas capable car il ne comprend pas le projet. Ogata fronce les sourcils et menace de régler ça plus tard, puis part en claquant la porte. Yanagi dit à Yuto de ne pas s'inquiéter et de se préparer. Il pense que, même si elle est stricte et obsédée par le travail, elle le traite équitablement. Plus tard, dans la salle de conférence, la présentation se termine. Le vice-président félicite l'équipe et dit qu'ils ont dépassé les attentes. Yanagi tape dans la main de Yuto, puis elle se colle soudainement contre lui. Un homme moustachu ajoute qu'une fois que le président de la société arrivera, ils discuteront de la façon de gérer les dettes. Yanagi est confuse et demande de quelle dette il parle. Ogata intervient et dit qu'il y a un problème de paie, expliquant que l'entreprise doit plusieurs centaines de yens et ne peut pas couvrir les salaires. Yanagi refuse de l'accepter, expliquant qu'elle vérifie les chiffres elle-même. Il sourit narquoisement et dit que les anciens dirigeants ont falsifié les calculs. Elle se rend compte que cela a pu être un piège dès le départ. Il parle d'un simple piège de dupe. Yanagi, furieuse, dit que c'est injuste car elle a tout donné à l'entreprise. L'homme l'ignore et annonce que l'entreprise sera vendue au monsieur à côté de lui pour 90 yens. Yanagi est dévasté et se met à pleurer, disant que le prix est bien trop bas et qu'il profite des plus faibles. L'homme rit et dit qu'elle ne peut de toute façon pas faire de contre-offre. Le président de la société arrive. Le banquier moustachu mentionne à voix basse une rumeur selon laquelle quelqu'un en ville aurait déposé 100 000 yens. Le président remarque Yuto et demande pourquoi il est là. Un autre ancien qui vient d'entrer demande si c'est le même jeune homme qui a effectué ce dépôt, et le banquier le confirme. L'ancien se présente comme Kinoshita, l'homologue du président de la société, et dit que c'est un honneur. Ogata est stupéfait que deux présidents se mettent soudainement à flatter Yuto. Il se tourne vers Ogata et le réprimande, lui disant de ne pas se mêler des affaires concernant quelqu'un qui a déposé 100 000 yens. Yuto demande s'ils ont vraiment l'intention de vendre l'entreprise pour 90 yens, mais le cadre louche hésite et répond qu'il ferait mieux d'en rester là car il ne veut pas d'ennui avec Yuto. Yuto refuse de laisser tomber. Il dit à Yanagi qu'il faut remettre de l'ordre dans la gestion. Il affirme qu'Ogata était à l'origine d'un stratagème visant à endetter l'entreprise pour la vendre à bas prix. Les investisseurs et le représentant de la banque déclarent qu'ils vont ouvrir une enquête. Ogata tente de mentir, mais il est trop tard. Dans la scène suivante, le scandale fait la une des journaux alors que le détournement de fonds est dévoilé. Quelqu'un verse du vin pour célébrer. Yanagi lève son verre et dit que Yuto l'a sauvé. Yuto lui dit calmement qu'à partir de maintenant, elle gérera l'entreprise. Elle rougit et dit qu'elle n'est pas sûre d'être prête, puisqu'elle se laisse facilement duper. Elle se lève et dit que s'il lui fait autant confiance, ils devraient porter leur toast tout près l'un de l'autre. Elle trébuche, et Yuto la rattrape de façon naturelle, sans gêne. Elle se tord la cheville et lui demande de la porter en bas, mais le prévient de ne rien tenter. Il la soulève comme si elle ne pesait rien. Plus tard, ils arrivent dans une chambre d'hôtel pour qu'elle puisse se reposer. Il la pose sur le lit et se tourne pour partir. Sa jambe l'attrape comme un piège. Elle sourit en coin et dit qu'il est tombé dedans. Yuto renverse la tendance en sa faveur et pour une fois, lui apprend à jouer la voix du haut avec des enchaînements précis. Après plusieurs manches, Yuto et Yanagi sont épuisés d'avoir joué pendant des heures. Yanagi se plaint de ne pas pouvoir croire qu'une personne aussi mince que Yuto puisse jouer 6 heures d'affilée. Il lui dit que c'est de sa faute, qu'elle l'a provoqué et éveillé son esprit de compétition. Étant en série classée au meilleur des 5 pour atteindre l'or, il se lance dans une ultime partie. À la fin de la journée, Yuto reçoit une nouvelle mission. Il doit dépenser 50 pièces avant la fin de la journée. Il suggère d'investir plus d'argent dans la société. Mais Yanagi refuse. Elle explique qu'ils doivent d'abord se remettre des récents dégâts financiers avant d'aller de l'avant. Puis, sans prévenir, elle l'embrasse et dit que c'est sa façon de remercier un actionnaire. Pourtant, elle trébuche soudainement et tombe au sol, ses jambes trop faibles pour la soutenir. Elle l'accuse de l'avoir épuisée. Yuto lui dit de se reposer pour la journée, mais elle insiste en affirmant qu'elle a encore assez d'énergie pour marcher un peu. Alors que Yuto déclare qu'il va faire une sieste, il reçoit un appel téléphonique. Quelqu'un nommé Yamaguchi lui dit que sa tante a été hospitalisée. La scène se déplace à l'hôpital. Yuto s'assoit au chevet d'une femme âgée. Elle lui dit faiblement qu'elle ne s'est jamais sentie aussi malade. Il la réconforte en disant qu'elle est probablement juste épuisée par l'année et qu'elle ira mieux bientôt. Son ami Yamaguchi, qui a grandi près de Yuto, se souvient qu'il passait du temps chez elle à manger toute la nourriture qu'elle préparait. Maintenant, Yuto lui épluche quelque chose, peut-être une pomme, et lui en offre une bouchée. Yamaguchi avait prévu de demander un petit prêt à Yuto, mais décide de ne pas le faire,
inquiet des récents scandales impliquant l'entreprise de Yuto. Soudain, une infirmière arrive en courant accompagnée de 2 médecins, chuchotant avec urgence au sujet de la chambre 42. Le médecin chauve dit que mademoiselle Yamaguchi doit être transférée immédiatement. Son fils proteste, disant que Yuto avait déjà promis qu'il paierait bientôt les factures. L'infirmière explique alors qu'ils ont reçu un don mystérieux d'un yen de la part d'un donateur anonyme, et à cause de cela sa tante est transférée dans une chambre VIP. Yamaguchi reste stupéfait, se demandant qui pourrait donner seulement un yen, mais l'infirmière les rassure que le don est vérifié. Les médecins soulèvent alors délicatement la vieille femme et l'emmènent comme une reine. Elle semble ravie, plaisantant qu'elle veut rester proche de ses beaux médecins. Dans la nouvelle suite VIP, le personnel médical exécute même une petite danse joyeuse pour elle. Yamaguchi se tourne vers Yuto, ravi, disant que c'est comme un rêve devenu réalité. Yuto, sans se rendre compte de sa nouvelle force, lui donne un léger coup de poing dans le ventre pour le gronder d'être resté silencieux au lieu de demander de l'aide. Le coup lui coupe presque le souffle. Yuto rappelle à son ami qu'il devrait parler la prochaine fois. Yamaguchi s'excuse, et Yuto le rassure en lui disant qu'il l'aidera toujours si besoin. Sur ce, Yuto achève sa mission secrète et gagne une nouvelle capacité intitulée « Mes yeux sont une règle ». Il n'a aucune idée de ce que cela signifie, mais il décide de ne pas s'en inquiéter. Non loin, dans une autre salle VIP, une jeune femme nommée Mika parle à un homme dans un lit d'hôpital. Elle demande si elle doit appeler son frère cadet, mais l'homme dit que ce n'est pas nécessaire. Il vient de rentrer d'un long vol et a besoin de se reposer. Il lui tend un dossier, expliquant que le projet qu'il contient est crucial pour leur entreprise et ne peut pas échouer. Comme Mika a de l'expérience dans ce type de travail, il lui fait confiance pour s'en charger. Elle promet de faire de son mieux et part pour l'université. En sortant, une vieille femme lui barre soudainement le chemin, se jette par terre et s'accroche aux jambes de Mika en lui criant de faire attention. Mika est surprise lorsque des passants accourent, affirmant l'avoir vue pousser la vieille femme. Un homme exige de savoir dans quelle université elle étudie afin de pouvoir la dénoncer. Juste à ce moment, Yuto apparaît et retient Mika avant qu'elle ne trébuche. Sa nouvelle capacité s'active automatiquement et, parce qu'il a observé attentivement, il calcule instantanément la distance exacte qui les sépare jusqu'au centimètre près et même la taille approximative de la poitrine de la fille qu'il vient de sauver. Il fait une pause, confus, réalisant que quelque chose ne va pas dans son système. La vieille femme continue de s'accrocher aux jambes de Mika, en appelant à l'aide. Se sentant coupable, Mika admet qu'elle a peut-être effleuré la femme en se dépêchant. Yuto l'arrête rapidement, lui disant de ne rien avouer sous peine de tomber dans leur piège, mais Mika a l'air perplexe, ne comprenant pas ce qu'il veut dire. Yuto utilise sa nouvelle capacité pour étudier la scène. Il explique que lorsque Mika était à environ 3 cm, la femme s'est volontairement jetée par terre. Il remarque aussi plusieurs caméras disposées autour d'eux, toutes dirigées directement vers la scène. On dirait un coup monté. Mika admet que quelque chose cloche. Yuto prévient que quelqu'un pourrait essayer de l'incriminer. Mika fait face calmement à la femme et s'excuse poliment, affirmant qu'elle ne l'a en réalité jamais touché. La vieille femme s'emporte et hurle que les caméras ont tout filmé. Mika répond qu'il devrait alors examiner les enregistrements de sécurité de l'hôpital. Elle ajoute que les caméras peuvent ralentir les enregistrements 1000 fois pour voir le moment exact où elle l'aurait soi-disant frappé. Les escrocs paniquent et s'enfuient immédiatement. Mika avoue ensuite qu'elle a inventé cela. Elle n'a aucune idée d'où se trouvent les caméras de sécurité. Elle et Yuto rient tous deux, réalisant qu'ils sont également espiègles. Mika se présente comme Yamada Mika et remercie Yuto de l'avoir aidé. Il tend la main pour lui serrer la main, mais elle s'éloigne en lui disant qu'il peut lui rendre visite à l'université s'il le souhaite. Yuto se demande si elle n'a pas des arrière-pensées, puisque son invitation a semblé soudaine. De retour dans son appartement ce soir-là, vers 6 heures, Yuto décide de se détendre en regardant des diffusions en direct. À l'écran, 2 streameuses sont en concurrence pour obtenir des dons. L'une, appelée Yakashi, envoie des baisers à ses spectateurs et leur demande de la soutenir. L'autre, Kumatan, implore des votes pour éviter de perdre. Yakashi taquine sa rivale, se demandant quelle punition la perdante devrait subir. Peut-être jouer à un jeu avec ses pieds. La nouvelle compétence de Yuto, Mes yeux sont une règle, s'active de nouveau pendant qu'il observe la scène. Il commente à voix haute que les proportions dans la vidéo de Yakashi semblent étranges, probablement à cause d'une table déformée. Offensée, la streameuse réplique sèchement, affirmant que son corps a l'air identique depuis le début de la diffusion. Quelques instants plus tard, le compte de Yuto est banni. Agacée, Yuto passe à la diffusion de Kumatan. Elle panique, disant que la bataille est presque terminée et qu'elle est sur le point de perdre. Yuto décide d'aider et lui envoie un don de 5 yachts, ce qui coûte environ 30 cents. Le chat explose de stupeur. Kumatan prend la tête dans la compétition, le remerciant joyeusement encore et encore. Yakashi réalise qu'il s'agit du même spectateur qu'elle a banni plus tôt et tente de se rattraper en effectuant des danses effrénées pour reconquérir l'attention. Mais Yuto fait un autre don de 10 yachts à Kumatan,
assurant ainsi sa victoire. La compétition se termine avec Kumatan qui célèbre et Yakashi qui fulmine. Yuto envoie même un message sur toutes les diffusions, disant à Yakashi que la bloquer ne servira à rien. La fille, embarrassée, s'excuse immédiatement et dit qu'elle acceptera n'importe quelle punition. Un peu plus tard, Yuto reçoit un message privé de Kumatan, dont le vrai nom est Marignan. Elle le remercie pour le généreux don mais ajoute, nerveusement, qu'elle n'a rien à offrir en retour et lui dit qu'il peut demander un remboursement s'il le souhaite. Yuto la rassure, disant que ce n'est pas grave et que ce n'était pas une grosse somme. Puis Marignan remarque son emplacement dans le système, voit qu'il habite à proximité, dans le quartier de Mushi, et propose de se rencontrer pour dîner. Yuto hésite, soupçonnant que les streameuses ne rencontrent les spectateurs riches que pour leur soutirer davantage d'argent. Marignan insiste pour payer le dîner, ce qui rend Yuto curieux de découvrir quel genre de personne elle est vraiment. Chez elle, la chambre de Marignan déborde de sacs de créateurs de luxe. Sa mère est dans le salon, se plaignant que sa fille la laisse seule toute la journée. Marignan sort, déclarant que le streaming est un vrai travail et qu'elle voulait seulement passer du temps avec sa mère aimante. Sa mère la gronde, disant qu'elle gagne déjà assez d'argent et ne devrait pas perdre son temps à faire du streaming. Elle fait remarquer que le simple collier de Marignan coûte 43 yens, bien plus que ce qu'elle pourrait gagner avec des émissions en ligne. Marignan répond joyeusement qu'elle fait du streaming pour le plaisir, pas pour l'argent, et ajoute qu'elle a rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. L'humeur de sa mère change immédiatement. Elle met en garde Marignan de cesser de s'impliquer avec des inconnus des lives et lui rappelle que son mariage sera arrangé avec le fils d'un homme d'affaires connu, mais lorsque Marignan tente de protester, on lui dit d'en parler à son père. Pendant ce temps, Yuto est en ville, à la recherche d'un endroit où manger et boire. Il juge que du poulet frit et de la bière serait parfait, et se rend dans un petit izakaya. À l'intérieur, un homme supplie qu'on fasse preuve d'indulgence car il est en retard de paiement du loyer. Une femme au bigoudi lui dit froidement qu'elle ne fait pas de charité. S'il ne peut pas payer, qu'il s'en aille. Elle menace de saisir tout son matériel de cuisine s'il ne paie pas bientôt, et le propriétaire désespéré implore un délai supplémentaire, disant qu'il vient de recevoir une grosse commande traiteur. Mais la femme l'ignore et ordonne à ses sbires de tout prendre. Avant qu'il n'agisse, une main serre l'épaule d'un des voyous. C'est Yuto, et le voyou se fige instantanément. Yuto demande si cet homme est le propriétaire et combien s'élève le loyer. La logeuse ricane et exige de savoir pour qui Yuto se prend. La femme demande moqueusement si Yuto compte payer le loyer lui-même. Elle prétend qu'elle était déjà généreuse, mais qu'elle doit augmenter le loyer puisque le quartier évolue. Le propriétaire du restaurant proteste, disant qu'elle trouve toujours une excuse pour augmenter le loyer. Elle hausse les épaules et dit qu'elle s'en fiche. Tous les commerces voisins lui appartiennent de toute façon, et elle les loue à une grande entreprise pour 2 yens par mois. Yuto sort calmement son téléphone et passe un appel pendant que la femme sourit en coin, disant que s'il peut payer 1 yen par mois, elle pourrait laisser l'homme rester. Lors de l'appel, Yuto remercie quelqu'un nommé Fujiwara, qui se trouve être propriétaire de la majeure partie de la ville. Il dit ensuite à la propriétaire qu'elle n'a plus besoin de négocier car il s'est déjà occupé de tout. Elle le regarde, incrédule, et exige de savoir ce qu'il entend par là. Elle insiste sur le fait qu'il n'a aucune autorité puisqu'elle possède tous les immeubles. Quand elle ordonne à ses voyous de les expulser, Yuto bouge plus vite que quiconque ne peut réagir. Adoptant une posture les bras ouverts, il met les 2 brutes au sol en quelques secondes. La femme hurle et menace d'appeler la police. Yuto laisse tomber, calmement, une révélation. Elle ne détient que les droits d'usage sur la propriété. Elle n'en est pas réellement propriétaire. Puis il explique que lui, en revanche, vient d'acheter tout le quartier. La foule se tait, attendant son prochain geste. Tremblante, la femme demande ce qu'il envisage de faire. Yuto répond qu'il fera démolir tout le pâté de maison pour des travaux de rénovation. Il se moque des dépenses puisque quelques centaines de yens ne représentent rien pour lui. La femme panique et tombe à genoux, suppliant d'avoir pitié. Elle propose de réduire le loyer de moitié et d'assumer elle-même les factures d'eau. Yuto accepte ces conditions. Son système enregistre immédiatement une nouvelle compétence. Une alerte qui se déclenche chaque fois que quelqu'un tente de l'arnaquer. Plus tard, le restaurateur reconnaissant prépare un énorme repas et insiste pour que Yuto mange gratuitement. Yuto le remercie en disant qu'il a toujours aimé cette cuisine et qu'il viendra plus souvent désormais. Le vieil homme sourit avec fierté, expliquant que la recette se transmet de génération en génération. Soudain, une voix familière perce les bavardages, plaisantant sur l'étrangeté de voir un millionnaire manger de la nourriture de rue. C'est Yanagi, la femme aux jambes chancelantes, qui sourit en coin et dit qu'au moins la nourriture est bonne. Yuto pense pour lui-même qu'elle ne se rend pas compte de combien cela lui a réellement coûté d'acheter ce poulet frit. En soulevant une brochette, il remarque une odeur étrange. Yanagi interprète mal son expression, pensant qu'il essaie de sentir son parfum, et le taquine en lui proposant de venir chez elle si c'est ce qu'il veut. Yuto ignore la remarque et ramène la conversation aux affaires, disant qu'il l'a invité pour parler d'une nouvelle entreprise qu'il envisage de créer. Yanagi demande si elle peut être sa secrétaire,
affirmant que cela lui conviendrait parfaitement. Yuto répond qu'il n'a pas encore décidé, mais que la société se concentrera sur les investissements et sera basée dans le même quartier. Enthousiaste, Yanagi propose de l'aider à trouver le meilleur emplacement pour un bureau, puisqu'elle connaît bien la ville. Elle commande plus de nourriture à emporter tandis que Yuto essaie de ne pas rougir. Quelques minutes plus tard, elle passe soudainement à un ton plus romantique. Elle l'accuse de la tromper avec d'autres femmes alors qu'elle travaille si dur. Yuto nie tout, mais elle insiste en disant qu'elle sent l'odeur d'une autre femme sur lui. Elle dit qu'elle ne lui demande pas grand-chose, seulement qu'il appelle chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, et Yuto accepte. Yanagi s'en va enfin, satisfaite. Alors qu'elle s'éloigne, son système affiche un avertissement. Quelqu'un à proximité les observe, et un danger approche. Yuto saisit soudain les mains de Yanagi, faisant semblant d'avoir mal. Il lui dit que son ventre lui fait terriblement mal et qu'il pourrait avoir une intoxication alimentaire. Il insiste pour qu'elle rentre chez elle seule. Elle soupire et accepte, mais le prévient que s'il annule la prochaine fois, il lui devra le double du temps passé ensemble. Yuto lui fait signe d'y aller, promettant que ça ne se reproduira plus. Une fois qu'elle est partie, il se retourne brusquement et appelle quiconque se cache à proximité. Un groupe d'hommes portant des casquettes assorties sort, leur chef se moquant des instincts aiguisés de Yuto. L'homme lui dit que, malheureusement, il a choisi la mauvaise personne à s'en prendre. Leurs armes ne sont rien d'autre que des battes de baseball, ce qui montre qu'ils ne sont pas vraiment des tueurs professionnels. Le premier homme donne un coup de batte, mais Yuto esquive facilement. Le deuxième attaque, et Yuto attrape la batte à main nue. L'impact manque de peu de lui briser le poignet, et même avec sa force renforcée, il sent la douleur remonter le long de son bras. Pourtant, il reste calme et leur dit qu'il n'est pas nécessaire d'en venir aux violences, ils peuvent régler cela avec de l'argent. Mais les voyous lui disent que leur employeur ne se soucie pas de l'argent et que Yuto devra payer de sa vie. Alors que l'un d'eux lève un couteau pour asséner le coup fatal, quelqu'un lui saisit l'épaule. Un groupe de personnes apparaît soudainement, applaudissant et acclamant, déclarant que la performance de l'acteur est impressionnante et réaliste. Il s'avère que le chaos a été vu par un jeune fauteur de troubles qui a rapidement engagé des figurants pour monter une fausse scène de film, sauvant Yuto au passage. Yuto reste sans voix, regardant les prétendus assassins devenir déconcertés. La fille jette alors une poignée d'argent en l'air, attirant encore plus l'attention. Avec tant de témoins autour d'eux, les assaillants réalisent qu'ils ne peuvent pas continuer et commencent à reculer. Yuto leur conseille de partir discrètement avant que la situation n'empire. Même les hommes de main paraissent hésitants, jetant un coup d'œil aux femmes âgées dans la foule qui leur rappellent leur grand-mère. Finalement, ils s'enfuient. Les figurants demandent ce qu'ils doivent faire ensuite, mais la fille leur dit simplement de garder l'argent et ajoute qu'ils en parleront une autre fois. Yuto se retrouve à se demander qui a réellement renvoyé ces hommes après lui. Le lendemain matin, Yuto retourne à la banque où il a ouvert son compte pour la première fois. La guichetière aux formes voluptueuses, vue précédemment rentre, l'air fatigué après une longue nuit. Soudain, deux hommes commencent à la réprimander, l'accusant d'être peu professionnelle et de nuire à la réputation de la banque. Elle a l'air perplexe, ne sachant même pas qui ils sont. Quelques instants plus tard, le directeur principal de la banque, Fujiwara, arrive et exige de savoir pourquoi il y a autant de bruit si tôt. La guichetière le salue nerveusement, et Fujiwara lui dit qu'il souhaite la présenter à plusieurs invités importants. L'un est le propriétaire d'un important groupe d'affaires asiatiques, un autre est un investisseur de premier plan, et le troisième dirige une société financière internationale. La femme a l'air complètement perdue, sans comprendre pourquoi des hommes aussi influents sont là. Fujiwara présente ses excuses pour l'agitation précédente et invite tout le monde au salon VIP, où l'on découvre qu'ils sont tous venus pour rencontrer quelqu'un nommé Matsushima, le nom complet de Yuto. En entendant cela, la guichetière se fiche de surprise. Un des invités suggère que Yuto pourrait aider à former le personnel de la banque, et Fujiwara salue l'idée. La guichetière se penche en avant avec un sourire confiant, les remerciant et sollicitant leur soutien. Cependant, son ton irrite les hommes, qui le trouvent irrespectueux. Ils s'irritent davantage, se plaignant que Yuto ne devrait pas avoir une secrétaire aussi effrontée, mais Bukatsu a l'air confus et explique qu'elle n'est pas sa secrétaire. Elle travaille simplement à la banque. À ce moment-là, la guichetière reçoit un appel de Yuto, qui dit être là pour effectuer un autre dépôt. Au moment où tout le monde entend son nom, il se redresse. Bukatsu explique que Yuto la contacte toujours directement, parce qu'elle a été la première personne qu'il a rencontrée lorsqu'il est entré à la banque. Leur attitude change instantanément, et les mêmes hommes qui étaient en colère un instant plus tôt la louent désormais, la qualifiant d'employée compétente et précieuse. Plus tard dans la journée, la même guichetière rentre chez elle, épuisée. Yuto est déjà là à l'attendre, révélant que tout cela faisait partie de leur plan et qu'ils avaient collaboré pour découvrir qui le ciblait. Elle explique qu'elle a pris plusieurs bus et taxis pour semer quiconque pourrait la suivre. Yuto conclut que la menace ne vient pas de la banque. Cela doit être lié au monde du streaming en direct. Puis son téléphone vibre, un message de Marignan. Elle lui rappelle leur dîner et dit qu'elle l'attendra dans un restaurant à 6 heures. Yuto soupire,
réalisant que c'est une occasion manquée de pister ses ennemis. La scène passe au restaurant. Quand Yuto arrive, un membre du personnel lui demande s'il a une réservation, en expliquant que l'établissement ne reçoit que des clients importants. Yuto a l'air confus, ne réalisant pas que c'était ce genre d'endroit. Le serveur lui dit qu'il peut ajouter son nom sur la liste d'attente ou espérer une place libre. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre employé intervient, réprimandant le premier serveur d'avoir parlé à quelqu'un qui manifestement n'a pas les moyens d'y manger. Le premier homme s'incline et s'enfuit en courant, tandis que le malotru dit à Yuto qu'il n'accepte pas de candidature pour le moment, laissant Yuto là, incrédule. Puis Marignan appelle, lui demandant où il se trouve. Il explique qu'il est dans le hall mais qu'on l'empêche d'entrer. Quelques instants plus tard, elle apparaît derrière lui et le salue joyeusement. Le gardien de sécurité réalise son erreur et panique instantanément. Yuto lui dit calmement qu'il n'est pas là pour postuler à un emploi mais pour dîner. Le gardien s'incline à plusieurs reprises, s'excusant, puis lui souhaite une bonne soirée. Marignan, ravi, dit à Yuto de la suivre. Elle a soigneusement préparé la soirée, allant même jusqu'à décorer la table de muguet blanc. Quand le serveur demande si elle souhaite sa commande habituelle, elle répond oui, puis se tourne vers Yuto pour connaître son avis, en l'appelant son sponsor. Yuto se contente de dire qu'il n'est jamais venu ici et qu'il prendra la même chose qu'elle. Le serveur ricane doucement, disant que c'est le genre de remarque qu'on entend chez les convives inexpérimentés, puis, pour l'embarrasser davantage, demande si la dame voudrait son vin habituel. Elle accepte, mais quand il se tourne vers Yuto, celui-ci décline poliment, demandant simplement une boisson gazeuse. Le serveur réplique avec mépris que le restaurant ne sert que des bons vins. Aucun vrai gentleman ne choisirait un soda plutôt qu'un alcool de qualité. Yuto, perdant patience, demande simplement s'ils ont quoi que ce soit de pétillant. Le serveur soupire et marmonne que des clients pauvres ternissent l'image du restaurant en s'éloignant. À proximité, un autre couple les regarde. L'homme, louche et bruyant, se demande pourquoi un lieu aussi chic attire des gens de basse extraction. Puis son regard se pose sur Marignan, et son expression change. Il donne un coup de coude à sa femme, ou du moins à la femme assise à côté de lui, et dit qu'il est temps pour le prochain tour, mais elle hésite, demandant s'il veut vraiment qu'elle recommence. Pendant ce temps, le plat de Yuto arrive, un énorme crabe royal. Marignan se lève en disant qu'elle va aux toilettes et qu'il peut commencer à manger sans elle. Dès qu'elle part, la même femme louche s'approche de la table de Yuto. Elle regarde le plat et le taquine, disant qu'il a l'air épais, crémeux et délicieux, puis elle se penche et demande si elle peut y goûter. Yuto se rend vite compte que le dîner avec Marignan va devenir bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu et se demande qui est cette femme étrange. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et affirme qu'elle paiera le plat, ce qui le confond encore davantage. Il rit en disant que même un restaurant 5 étoiles attire des gens venus mendier de la nourriture. Son sourire disparaît. En passant d'un pas menaçant, elle heurte son accoudoir avec la hanche, puis l'accuse bruyamment d'avoir eu un geste déplacé. Yuto, abasourdi, affirme qu'il ne l'a jamais touchée. Elle intensifie sa comédie, prétendant qu'il l'a agressée et qu'il feint maintenant l'innocence. Elle saisit un verre d'eau et le lui jette à la figure, mais il se penche sur le côté et l'eau inonde un convive chauve à la table voisine. Marignan revient et déclare que la femme a dépassé les bornes. La femme rétorque sèchement, insiste sur le fait que Yuto a franchi la ligne, et dit à Marignan de ne pas se mêler de l'affaire si elle ne sait pas à qui elle a affaire. Un membre du personnel arrive et s'adresse à un responsable, disant qu'ils ont visionné les caméras de surveillance. Cette fois il s'agit de vrais employés, pas d'acteurs. Les images montrent que la femme ment, mais elle refuse de l'admettre et insiste pour dire que le personnel doit se tromper, prétendant qu'elle a trébuché et que Yuto en a profité. Marignan ignore ses excuses et demande au restaurant d'avertir les établissements voisins au sujet de cette arnaqueuse récidiviste. Elle propose une interdiction totale. La femme panique et demande qui est Marignan pour exercer une telle influence. Marignan prend négligemment une photo et dit qu'elle la publiera sur les réseaux sociaux pour prévenir tout le monde. Elle se tourne vers Yuto et ajoute qu'elle n'aide que parce qu'il l'a aidée une fois par un don. Le stratagème de la femme s'effondre. Son mari accourt, s'excusant et affirmant que sa femme a dû trop boire, puis propose de régler les repas de tout le monde en compensation, tout en les suppliant de ne pas la bannir. La femme commence à protester, mais il lui ordonne de s'excuser et de partir. Elle baisse la tête et marmonne des excuses. Il se présente comme Nijima et se tourne vers Yuto, tandis que Marignan demande à Yuto s'il veut accepter l'offre. Yuto hausse les épaules. Si c'est gratuit, pourquoi refuser? Marignan presse l'homme de confirmer qu'il paiera pour tout. Il sourit avec assurance et lui dit de commander ce qui lui fait plaisir. Un vin extrêmement cher, du genre qui coûte des millions, est servi. Nijima s'appuie contre le dossier, pensant qu'il peut encore retourner la situation. Il entend prouver qu'il est celui qui peut se permettre le luxe, contrairement au jeune homme qui a dû économiser pendant des mois juste pour être ici. Si Marignan préfère l'excitation, elle le choisira ce soir, mais si elle est plus prudente, il continuera à répéter cette démonstration jusqu'à ce qu'elle cède. À la place, Marignan se lève et invite Yuto à se promener en ville. Nijima reste figé,
incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Il se précipite à leur suite en disant qu'il va dans la même direction. Marignan penche la tête et se demande pourquoi il ne reste pas pour discuter un peu plus longtemps. Il tente de sauver la face en demandant à échanger leurs numéros. Elle refuse. Comme prévu, un membre du personnel intervient et lui demande de régler l'addition avant de partir. Le total est de 3,20 reins. Le montant est faible, mais dans cet endroit il fait l'effet d'un coup de massue et il réalise qu'on l'a dupé. Marignan s'éloigne en riant et déclare que c'est amusant de jouer avec des hommes qui pensent pouvoir acheter des femmes si facilement. Elle taquine Nijima en disant que, s'il n'avait pas pu payer, elle se serait occupée de l'addition. Nijima perd le contrôle, lève la main pour la gifler, et Yuto attrape son poignet en plein vol sans effort. D'une voix calme, Yuto demande ce qu'il croit faire, et Nijima répond en demandant à qui Yuto est affilié, ce à quoi Yuto réplique qu'il n'appartient à aucun groupe. Nijima sourit en coin et dit que cela signifie que Yuto doit être le propriétaire terrien, puis l'invite à aller du côté sud pour voir comment on le traite là-bas. Marignan agrippe le bras de Yuto et l'entraîne à l'écart. Plus tard, dans un autre établissement, un homme plus âgé apparaît en haut de l'escalier. Marignan le reconnaît comme l'oncle Yamada, vice-président de la Banque de développement. Yuto se demande ce qu'il fait ici. Yamada remarque Marignan, puis aperçoit Yuto et descend en courant, lui serrant la main et disant que c'est un honneur de le rencontrer. Un autre investisseur de haut rang arrive et donne à Yuto une accolade enthousiaste. Comme d'habitude, Yuto se retrouve entouré de cadres enthousiastes. Dehors, Yuto lance une pièce et fait une offre simple. Celui qui découvrira qui a envoyé les assaillants remportera son prochain investissement. Les vieux financiers promettent des résultats et se précipitent vers leur voiture. Marignan s'excuse, inquiète que sa publication sur les réseaux sociaux l'ait exposée, et lui demande s'il veut qu'elle la supprime. Yuto lui dit de ne pas s'inquiéter car il peut s'en occuper. Nijima réapparaît et appelle Yuto pour qu'il attende. Yuto se demande ce qu'il veut maintenant. Nijima déclare qu'il est temps de donner à Yuto le traitement qu'il mérite. Il fait signe à ses frères, qui mettent la main sous leur manteau. Yuto se raidit, jusqu'à ce qu'il sorte de l'eau de coco. Il fendit le sommet des noix de coco, éclabousse partout, se met à danser en louant la meilleure boisson du Sud, puis offre une bouteille à Yuto. Yuto n'a aucune idée de ce que signifie ce spectacle. Soudain, Nijima s'agenouille, implore pour un investissement et admet qu'il avait tort. Il ajoute qu'il connaît le puits souterrain et peut aider à retrouver la personne qui a commandité l'attaque. Yuto accepte qu'il se joigne à la recherche. Juste à ce moment, le propriétaire du restaurant vu plus tôt arrive avec une carte VIP pour Yuto et lui demande si le service l'avait satisfait. Yuto dit que la plupart des choses allaient bien, mais mentionne le responsable qui s'est moqué de lui parce qu'il avait demandé un soda au lieu du vin. Le visage du propriétaire se durcit. Le responsable réalise qu'il a de gros ennuis. La scène passe à Saki, la sœur de Yuto, qui dit au revoir à une nouvelle amie, la même fille de l'hôpital, Mika, à l'université. Saki sourit en disant qu'elle a de la chance d'avoir rencontré Mika, qui lui apprend beaucoup et est considérée comme un génie sur le campus. Quand Saki revient dans sa chambre du dortoir, 3 filles l'attendent. Elle demande ce qui se passe, puis remarque tous ses cahiers dans la poubelle. Elle se précipite pour les récupérer et demande ce qui s'est passé. La plus voyante des 3 dit qu'elle pensait que Saki ne les utiliserait pas, alors elle les a jetés. Saki vérifie son lit et le trouve trempé. Une autre fille dit qu'elle a renversé du lait par accident et marmonne des excuses. La 3e croise les bras et demande si Saki a un problème avec tout ça. Saki reste là, les yeux écarquillés et submergée par ses livres. Elle ressent la pression des 3 intimidatrices qui se rapprochent. À ce moment-là, Yuto entra dans la chambre et exigea de savoir si les rumeurs disant que sa sœur était victime d'intimidation étaient vraies. Peu de temps après, tout le monde se retrouva dans le bureau de la principale. Saki se tourna vers son frère et lui dit de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'elle allait bien. Les 3 intimidatrices, la sportive et ses 2 amies stylées, paraissaient nerveuses et évitaient de croiser le regard, et l'une d'elles était même habillée comme si elle allait à une fête plutôt qu'à l'université. Yuto dit calmement à sa sœur qu'il était là pour régler la situation. La principale expliqua qu'il semblait y avoir eu un incident de harcèlement dans la chambre du dortoir de Saki. Yuto salua poliment la femme et lui demanda de passer en revue tous les faits avec soin, sachant que si on l'ignorait, la situation pourrait s'aggraver. La principale acquiesça, ce qui expliquait pourquoi elle l'avait fait venir. Elle demanda ensuite à Saki de décrire ce qui s'était passé. Yuto fut confus lorsque les 3 filles se mirent soudain à pleurer, affirmant qu'elles étaient terrorisées par Saki parce qu'elle les avait attaquées. Perplexe, Yuto demanda à sa sœur ce qui s'était réellement passé. L'histoire fit un retour en arrière. Saki s'était tournée pour faire face de front aux harceleuses. Elle se précipita avec une vitesse incroyable, saisit la première fille par les cheveux et révéla une zone dégarnie. Puis elle enveloppa la deuxième d'une couverture humide, en disant qu'elle allait la sécher correctement. La joueuse de rugby tenta de la plaquer, mais Saki l'esquiva facilement, attrapa son bras et la projeta au sol.
Les trois harceleuses restèrent figées pendant que Saki les avertissait de ne plus jamais s'en prendre à quiconque de la famille Matsushima. Yuto se rappela soudain que sa sœur avait été anormalement forte depuis l'enfance. Elle pouvait soulever de lourdes caisses de poissons alors qu'elle n'avait que 9 ans. Pourtant, il dit au principal que Saki n'était pas du genre à aimer se battre et qu'elle avait dû être provoquée. Le principal répondit que cela pouvait être vrai, mais puisque les trois témoins avaient donné le même récit et que Saki elle-même avait admis les avoir frappés, la meilleure solution était qu'elle présente des excuses afin que chacun puisse faire la paix pendant que l'école surveillerait la situation. Yuto accepta la suggestion, disant qu'il ferait confiance à la décision du principal. Puis il se tourna vers les filles et dit qu'elles devraient aller discuter à l'extérieur pour se réconcilier. Les harceleuses, se donnant bonne conscience, exigèrent des excuses sincères, ce qui, dans leur esprit, signifiait de l'argent. Yuto fit un léger signe de tête et dit qu'il serait vraiment sincère. À ce moment-là, un de ces hommes entra en trombe en portant plusieurs sacs de shopping. À l'intérieur se trouvaient des sacs à main de marque, des parfums et même un téléphone tout neuf. Les harceleurs s'exclamèrent, disant que c'était plus que suffisant comme sincérité. Mais Yuto n'avait pas fini. D'un regard glacial, il laissa tomber le tout sur le sol et leur dit qu'un tel luxe ne convenait pas à des gens comme eux. Il exigea qu'ils expliquent pourquoi ils avaient pris pour cible sa sœur. Les filles paniquèrent, comprenant qu'elles n'obtiendraient pas les cadeaux si facilement. Yuto leur dit qu'ils découvriraient la vérité de toute façon, autant qu'elles avouent. Finalement, la fille en robe élégante admit qu'elle n'avait rien de personnel contre Saki. Un homme d'un autre service les avait payés pour la harceler. Elle montra une photo de l'homme portant un ridicule chapeau hélicoptère et dit qu'il s'appelait Shinji Yamada. Le visage de Yuto se renfrogna, montrant clairement qu'il n'aimait pas ce nom. Plus tard, au dortoir, Yuto organisa une nouvelle chambre pour Saki afin qu'elle n'ait pas à retourner dans l'ancienne. Elle le remercia et dit qu'elle voulait faire un tour, en espérant trouver quelqu'un qu'elle connaissait. Dans une autre partie du même bâtiment, Mika peinait à réparer un évier cassé. Quand elle se retourna, elle vit Saki dans la chambre d'en face. Surprise mais heureuse, elle fit signe de la main et dit que c'était une drôle de coïncidence qu'elle se retrouve voisine. Quand Maki remarqua que l'eau fuyait encore, elle demanda à Saki s'il y avait un problème. Saki a dit qu'elle pouvait s'en charger et est allée le réparer elle-même. Yuto, qui se trouvait à proximité, eut l'impression qu'il se passait quelque chose d'étrange. Il se retourna et vit un autre visage familier. La fille futait de l'hôpital. Elle le reconnut immédiatement elle aussi. Se rappelant leur dernière rencontre, elle supposa qu'il s'agissait d'une sorte de harceleur qui l'avait suivi jusqu'à l'université. Elle menaça d'appeler la police. Yuto expliqua rapidement qu'il aidait simplement sa sœur à emménager dans la chambre du dortoir en face de la sienne. À ce moment-là, son système le prévint que quelqu'un allait profiter de Maki et qu'il devait l'aider. Avant qu'il ne puisse réagir, Saki apparut et dit que ce n'était qu'une coïncidence s'ils se connaissaient tous. Elle ajouta fièrement qu'elle avait déjà réparé l'évier, et Maki s'étonna de la rapidité avec laquelle c'était fait. Lorsque Maki essaya de tourner le robinet pour le tester, le désastre survint. L'eau jaillit de partout, la trempant complètement. Saki se mit à rire tandis que la pauvre fille restait là, trempée. Plus tard, Yuto pensa au message étrange de son système. Il s'imagina prévenir Maki de faire attention, mais réalisa qu'elle penserait probablement qu'il était fou. Saki, remarquant son frère plongé dans ses pensées, le taquina et dit qu'elle l'aiderait à devenir heureux, faisant clairement référence à l'aider à séduire Maki. Quelques instants plus tard, Maki était revenue à la normale, souriante, et disait que tout était maintenant réparé. Saki l'invita à dîner en guise d'excuse, lui assurant que son frère ne serait pas présent. Maki acquiesça, en précisant que cela convenait parfaitement puisqu'elle avait aussi prévu d'emmener Saki quelque part à proximité. Yuto y vit l'occasion idéale pour recueillir des informations. Il semblait qu'il avait même inclus Saki dans son plan, et qu'il ne lui restait plus qu'à s'occuper de l'homme au chapeau à hélice. Plus tard dans la journée, sous un soleil de plomb, Yuto prit son téléphone et demanda s'il devait se rendre sur le circuit de Koriyama. Le joueur de rugby confirma que Shinji Yamada s'y trouvait habituellement. Yuto aperçut quelqu'un à proximité en train de parler de Paris et dit au joueur de rugby que si elle embêtait encore sa sœur, la prochaine fois cela ne se terminerait pas aussi facilement. Elle hocha la tête, le remercia et partit. Quand Yuto arriva au circuit, un agent de sécurité l'arrêta, disant que la zone était réservée aux VIP. Yuto demanda comment il pouvait entrer, et l'agent répondit que seuls les membres officiels munis de badge d'accès étaient autorisés. Yuto jeta un coup d'œil autour de lui et remarqua une petite moto garée à proximité. Quand il demanda à qui elle appartenait, l'agent dit que c'était la sienne. Sans hésiter, Yuto remit une liasse d'argent à l'homme, saisit la moto et partit en trombe. Pendant ce temps, Shinji exhibait sa voiture devant Fujio, se vantant de toutes les modifications qu'il y avait apportées. Automatisation, moteurs améliorés et pièces onéreuses. Alors qu'il parlait, un puissant bruit de moteur retentit alentour. Yuto apparut, déboulant à toute vitesse sur la petite moto, puis effectua une figure qui le fit atterrir directement sur la voiture de Shinji. Shinji resta bouche bée.
Yuto se contenta de commenter que les améliorations de la voiture n'incluaient visiblement pas la durabilité, puisqu'elle s'était cassée si facilement. Shinji regarda l'épave, incrédule, se demandant pourquoi cet homme mystérieux venait de le percuter avant même le début de la course. Yuto dit à Shinji de ne pas s'inquiéter pour les dégâts, il s'en occupera. Mais d'abord, ils doivent parler du harcèlement de Shinji envers sa sœur. Au moment où Shinji entend cela, il comprend qui est Yuto. Il s'avère que la rancune de Shinji provient d'un incident ancien. Yuto s'était l'autre fois retrouvé mêlé à une affaire qui a ruiné la vie de l'ami de Shinji, obligeant celui-ci à changer d'école. Ceci, apparemment, est la vengeance tordue de Shinji. Il propose une course pour régler l'affaire, le perdant devra s'agenouiller et présenter des excuses. Yuto accepte, mais ajoute que s'il gagne, Shinji devra s'agenouiller devant sa sœur. Shinji accepte, mais se moque de Yuto, lui demandant quelle voiture il compte conduire. Yuto répond calmement que sa petite moto a encore de l'essence. Shinji rit, convaincu que ce sera une victoire facile. Au départ, Shinji et 2 autres pilotes s'élancent à bord d'élégantes Ferrari, tandis que Yuto traîne bien derrière sur sa minuscule moto. Shinji, confiant dans sa voiture coûteuse, savoure le frisson de la victoire avant même qu'elle ait lieu. Il adresse un pouce baissé à Yuto, estimant que l'homme doit être terrifié d'être même sur la même piste. Mais Yuto reste calme, disant que seuls les imbéciles se précipitent pour gagner. Puis quelque chose d'inattendu se produit lorsque Yuto passe un appel et demande si son équipe est prête. Quelques instants plus tard, des hélicoptères apparaissent au-dessus et des dispositifs à clous sont répandus sur la piste, crevant les pneus partout. La plupart des voitures partent en tête à queue, mais Shinji évite de justesse les pièges. Pourtant, il est contraint de ralentir, et c'est alors que Yuto le dépasse en accélérant. Tout commence à s'éclairer. Yuto a travaillé comme livreur, donc ses talents de pilotage sont hors pair. Shinji, furieux, pousse sa voiture à la limite, déterminé à ne pas perdre. Il tente même de pousser Yuto hors de la piste en le percutant. Yuto n'en croit pas ses yeux. Il n'arrive pas à croire que Shinji fasse vraiment ça. Mais Shinji lui hurle, bouge ou crève. Il finit par s'écraser contre un mur. Lorsqu'il en sort en boitillant, Yuto a disparu, pour réapparaître quelques instants plus tard en descendant d'un hélicoptère. Yuto lui dit que, puisqu'il s'est écrasé, la course est terminée et que Shinji a perdu. Plus tard, Yuto ordonne à Shinji de s'agenouiller et de s'excuser pendant qu'il enregistre la scène pour la montrer à sa sœur. Shinji refuse. À ce moment-là, un homme connu sous le nom de Fuji, souvent surnommé l'Edward Cullen de Twilight par les autres, intervient et dit que, puisque techniquement Shinji est arrivé premier, il n'a pas à obéir à Yuto. Shinji semble soulagé et remercie Fuji de l'avoir défendu. Mais Yuto leur rappelle que l'accord portait sur lui et Shinji, au sujet de sa sœur, et non sur qui a franchi la ligne en premier. Shinji se raidit et défie Yuto de régler ça à coups de poing. Avant qu'il n'agisse, Miki apparaît de nulle part et le gifle violemment au visage. Elle lui dit que si son père ne le discipline pas, elle s'en chargera. À la surprise générale, Shinji l'appelle grande sœur. Yuto réalise maintenant que Miki et Shinji sont frères et sœurs. Et cela change tout. Miki, furieuse, se dresse comme une géante. Elle réprimande Shinji, disant que leurs parents ne l'ont pas élevé pour qu'il se comporte ainsi en public, et quand il tente de se défendre, elle le coupe en disant qu'elle a honte de lui. Il s'accroche à ses jambes, suppliant d'être pardonné et admettant qu'il avait tort. Yuto reste là, choqué, réalisant que Miki, la même femme avec qui il travaille, est la sœur aînée de Shinji. Elle le confirme d'un air gêné, embarrassé par le comportement de son frère. Saki s'avance alors et explique qu'elle a dit à Miki pourquoi elle avait dû changer de dortoir, et que c'est pour cela que Miki est venue. Elle était tellement en colère qu'elle est venue donner elle-même une leçon à Shinji. Avant que Yuto ne puisse répondre, Fuji l'interrompt et dit à Shinji que la seule façon de sauver sa réputation maintenant est de s'excuser comme il faut. Il se présente comme Fuji et avertit Yuto de se méfier, car il vient de la région de Bunnan, un endroit connu pour son pouvoir et sa richesse. Yuto, peu impressionné, dit qu'il se fiche d'où vient Fuji et de son statut. Yuto frappe la voiture si fort qu'elle en est presque enfoncée, montrant que sa force dépasse clairement la normale. Il s'approche de Shinji et le prévient que si celui-ci ne baisse pas la tête de son plein gré, il le forcera à le faire. Shinji regarde sa sœur désespérément pour qu'elle l'aide, mais elle lui dit d'assumer ses actes. Tremblant, il tombe à genoux devant Saki et implore son pardon. Yuto sourit d'un air narquois et lui dit de parler plus fort pour que Fuji l'entende aussi. Fuji serre les poings de rage, jurant que Yuto paiera pour les avoir humiliés. Mais Saki dit que ça suffit et demande à Yuto de rentrer chez lui. Elle veut plutôt passer du temps avec Miki. Miki propose d'aller faire du shopping, et Saki accepte avec enthousiasme, plaisantant même qu'elle pourrait emprunter les vêtements de Miki. Yuto ne peut s'empêcher de les taquiner, disant que les vêtements de Miki ne lui iraient pas. Les deux filles se figent, se demandant comment ils pourraient connaître leur mensuration. Yuto reste simplement là, parfaitement impassible, ses talents d'observation aiguës les laissant sans voix. Pendant ce temps, Fuji, toujours furieux,
exige de savoir quel genre de relation Yuto entretient avec Miki. Shinji s'en mêle, insistant pour qu'elle monte dans sa voiture. Mais Miki refuse, disant qu'elle n'aime même pas les voitures de sport. Fuji insiste de nouveau, arguant que la moto de Yuto ne peut de toute façon pas transporter 3 personnes. À ce moment-là, une autre voiture arrive et quelqu'un crie à Shinji de dégager son engin. C'est Nijima, le même type fou du restaurant. Fuji demande ce qu'il fait là, mais Nijima l'ignore, affirmant qu'il ne doit d'explication à personne. Fuji tente de se moquer de lui, en disant que sans l'influence de sa famille, il ne serait rien. Nijima ne fait pas attention et salue Yuto avec respect, allant jusqu'à lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Puis Nijima se tourne vers les filles et dit que si elles sont amies de Yuto, elles peuvent monter avec lui. Saki hésite, chuchotant à son frère pour lui demander si elles peuvent vraiment faire confiance à ce type. Yuto dit que tout va bien et lui dit de ne pas s'inquiéter. Saki attrape la main de Miki et la tire vers la voiture. Nijima remet les clés à Yuto en l'appelant « patron ». Shinji, cependant, se sent mal à l'aise et s'excuse auprès de Fuji, affirmant qu'il a fait de son mieux. Fuji a l'air furieux mais se retient. Tentant de retrouver un peu d'orgueil, Fuji demande à Shinji comment se passent les discussions avec leur père, et Shinji avoue qu'il n'a pas encore eu de réponse. Fuji sourit en coin et se moque de lui, disant que Miki le sait probablement déjà mais ne le lui a pas dit. Ces mots font mal. La confiance de Shinji s'effrite tandis que Fuji regarde, satisfait que sa manipulation fonctionne parfaitement. Une voiture file dans les rues de la ville, mais ce n'est pas Yuto qui conduit. Il demande à Nijima ce qu'il sait des hommes de la piste. Nijima explique que Fuji est le deuxième fils d'une riche famille de la région de Bunnan, et pourtant on le considère comme une honte. Yuto veut savoir pourquoi. Nijima explique que Fuji était un enfant gâté, qui visait l'excellence scolaire, apprit le piano et jouait aux échecs, si bien que les gens comparaient constamment leurs enfants à lui et en gardaient du ressentiment. Aujourd'hui, ce ressentiment s'est inversé, et tout le monde se réjouit de le voir tomber. Yuto s'attendait à une histoire plus sombre, mais l'homme à côté de lui n'est guère meilleur. Il dépose Miki près du campus. Elle les remercie et choisit de marcher le dernier kilomètre pour qu'on ne la voie pas arriver en voiture de luxe. Yuto descend aussi et dit qu'il marchera avec elle. Nijima les regarde partir et marmonne que le gamin est remarquable. Deux beautés à côté de lui, et pourtant il ne pense qu'à retrouver les 3 hommes qui l'ont attaqué. Nijima ajoute qu'ils ont déjà identifié les agresseurs et n'ont besoin que de la parole de Yuto pour agir. Yuto le prévient de ne pas impliquer la police et d'être prudent. Ils arrivent à un manoir qui ressemble à un petit château. Plusieurs femmes fixent la voiture en ricanant, jusqu'à ce que l'une d'elles la reconnaisse comme une McLaren valant des millions, et les moqueries cessent. Une femme en robe courte s'accroche au bras de Nijima, qualifie la voiture de parfaite et lui demande son numéro. Il lui répond qu'ils échangeront leur numéro après avoir passé du temps ensemble plus tard. Yuto demande où il se trouve. Nijima dit que c'est une maison pour les affaires nocturnes et lui rappelle que l'argent n'est pas tout. Dans une pièce à l'arrière, Nijima ajoute que l'homme qui a commandité la tentative d'assassinat est dans la pièce voisine. C'est lui qui dirige cet endroit, donc rien ne lui échappe. Un hôte entre et propose son aide. Yuto demande tous les enregistrements de la salle adjacente. L'autre refuse, disant que la confidentialité est le fondement de son commerce et que si des images fuient, sa réputation sera ruinée. Yuto lance une pièce d'1 yen sur la table et lui dit d'apporter les enregistrements. Il augmente ensuite l'offre à 2 yens, puis enfin à 5 yens, et dit que c'est sa limite. La détermination de l'hôte fléchit, et il accepte d'aller chercher les fichiers immédiatement. Bientôt, ils sont assis devant un grand écran. Nijima grogne, mais admet que l'argent est la solution la plus rapide. La vidéo montre un homme qui se détend en compagnie d'autres personnes. Yuto n'aime pas regarder, mais il a besoin de réponses. L'homme fait un geste grossier, et l'employé avertit que les demandes spéciales coûtent un supplément. L'homme dit de se détendre et se vante que son patron a manipulé une certaine fille de l'hôpital. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.